Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme le disait Manon, c'est un moment important, la fin de cette grande cause. On va passer une heure ensemble, donc ça va être assez rythmé. On va vraiment essayer de tenir une heure, mais il y a beaucoup d'intervenants, donc on fera ce qu'on peut. L'objectif de cette réunion, c'est de remercier les associations qui ont participé à cette aventure avec nous, celles qui étaient là au départ, celles qui nous ont rejoints en cours de route, et puis au-delà des associations, les partenaires actions, et puis bien évidemment les partenaires qui ont rendu cela possible. Il y a 3 ans, on était avant MeToo, et vous nous avez fait confiance, et on mesurait à l'époque, mais on mesure encore plus aujourd'hui, à quel point cette confiance n'était pas du tout acquise. Je veux dire, on n'était pas forcément légitime sur le sujet, on arrivait avec une méthode différente, quelle était notre crédibilité. Et pourtant, vous avez fait le pari de dire, bon, on va voir ce qui va se passer avec cette approche particulière de la grande cause de Make.org. Vous avez aussi fait confiance aux citoyens, puisque, comme vous le savez, tout a commencé par une consultation citoyenne. Et c'était un choix pas du tout évident non plus de dire que les consensus citoyens allaient nous servir d'agenda pendant 3 ans, mais vous l'avez fait. Et puis enfin, vous avez fait confiance à l'action collective. Alors, l'action collective, c'est votre quotidien. Enfin, vous travaillez entre vous depuis très longtemps. Là, c'est peut-être une action collective à une autre échelle avec des acteurs de nature différente et de se dire que c'est aux confins de chacun que nous allons trouver des accélérateurs qui peuvent non seulement aider vous précisément, votre association, mais également aider au-delà de ça à trouver des impacts nouveaux ou accélérateurs de ce qui se fait déjà. Alors nous, de notre côté, pendant 3 ans, ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été même très dur. Juste, on est plus de 50 chez MEC à avoir travaillé d'une manière ou d'une autre sur le sujet. Il y en a quand même une bonne dizaine pour qui c'était vraiment un des sujets principaux et qui ont vraiment mouillé la chemise. Vous les connaissez toutes, on en reparlera après. Mais je voulais dire que c'était pas facile parce que on a eu de cesse d'essayer de trouver notre juste place au sein de vous, au sein de ce que vous faites avec humilité, mais avec une obsession de l'impact. Alors, sans doute, ça a dû nous mener à faire quelques fautes de quart, justement parce que nous n'avons pas l'expérience que vous avez. Mais j'espère que vous avez ressenti l'enthousiasme avec lequel on l'a fait et puis l'engagement avec lequel on l'a fait, qui était authentique et qui était là depuis le début jusqu'à maintenant. Et en tout cas, c'est ça qui a guidé notre action. Justement, cet enthousiasme, il nous fait arriver à un point d'arrivée après 3 ans où finalement, qu'est-ce qui nous guide? On a d'une part un sentiment d'insatisfaction. Et ce sentiment d'insatisfaction, vous le partagez là aussi depuis plusieurs dizaines d'années, c'est propre au fait de s'attaquer à des sujets aussi lourds, aussi massifs. Comment peut-on être satisfait? On ne peut jamais être satisfait. Nous, on l'a appris avec vous, et vous le saviez au départ. Néanmoins, on ose dire qu'on a un sentiment de fierté parce qu'on a un sentiment d'avoir apporté quelque chose à cette aventure et c'est ça qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc, on va être très rapide, on va faire un bilan et puis on va regarder comment aller plus loin ensemble si vous le souhaitez. Alors, comment ça s'est passé depuis 3 ans? Vous le savez, une grande consultation. Ensuite, on a bossé ensemble pour trouver des actions. On a sélectionné 6 et puis on a bossé pendant 2 ans pour les mettre en œuvre. Et donc, ça, vous le savez parfaitement. Et maintenant, je vais avoir le plaisir d'accueillir en fait Carly du groupe Kering. Il faut voir que le groupe Kering a été l'initiateur de cette grande cause. Initiateur, non pas au sens juridique ou quoi que ce soit, au sens réel du terme. Nous, on avait envie de créer ces coalitions. On n'avait pas encore choisi la cause des violences faites aux femmes comme étant la première. Et c'est vraiment une rencontre avec la Fondation Kering
qui nous a dit chiche, est-ce que vous avez le courage d'essayer d'aider cette cause-là? Et ça a été le début de tout. Donc, on leur doit beaucoup et je pense que la cause leur doit beaucoup. Par ailleurs, je suis très heureux d'accueillir Carly pour faire un petit flashback sur ce moment-là. Merci Axel et bonjour à toutes et à tous. Normalement, c'était Céline Bonner, notre déléguée générale, qui devait pas prendre la parole aujourd'hui. Elle est désolée de ne pas pouvoir être avec nous. Donc, c'est moi qui va prendre la parole pour la Fondation Kering. Donc, 3 ans après le lancement de la consultation, nous sommes vraiment ravis de voir aboutir ces 4 actions pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Elle contribue à renforcer l'accueil et l'accompagnement des femmes survivantes et à déconstruire le sexisme ordinaire dès le plus jeune âge. Comme vous le savez peut-être, l'engagement de Kering pour les femmes est au cœur de priorité du groupe depuis de nombreuses années. Depuis 2018, la fondation créée par François-Henri Pinault est exclusivement dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous soutenons sur le long terme des associations locales qui placent les femmes survivantes au cœur de nos programmes. Nous travaillons également sur des programmes de prévention qui agissent aux origines même des violences en impliquant les plus jeunes et notamment les garçons et les jeunes hommes. Et enfin, nous encourageons d'autres acteurs à nous rejoindre dans ce combat. Donc, il était naturel de rejoindre Make.org en 2017 pour lancer cette consultation sur les violences faites aux femmes afin de rendre ce sujet plus visible auprès de la société civile et développer des initiatives innovantes qui répondent à des besoins non couverts. Avec les associations et à côté de nos partenaires, la Fondation Kering a pu contribuer à construire ces actions lors des ateliers collaboratifs en partageant des pratiques inspirantes à développer en France. Il n'est plus à démontrer que travailler ensemble est indispensable pour mettre un terme à ces violences. Gouvernements, associations, sociétés civiles et entreprises. C'est d'ailleurs un des rôles que la Fondation Kering s'est assigné. Amener d'autres entreprises à se saisir de ce sujet. C'est dans ce cadre que nous avons cofondé avec la Fondation FAST, le premier réseau européen des entreprises engagées contre les violences faites aux femmes, le réseau One in Three Women. Cette mission, pour nous, s'étend maintenant avec la Forum Génération Égalité, qui a lieu dans quelques jours au Mexique et en fin juin à Paris, dont nous sommes champions pour la coalition contre les violences sexistes, représentant justement ce réseau One in Three Women. Nous sommes très heureux de voir ces résultats concrets de la grande cause Stop aux violences faites aux femmes et souhaitons que ces actions se déploient au maximum. Merci beaucoup. Merci Carly. Merci Carly. Effectivement, j'aurais noté que non seulement vous avez été l'initiateur, le trigger initial, mais aussi dans les ateliers, il y a eu de la contribution très forte. Et je pense que surtout sur mes mots de vie, il y a eu des échanges dont je me rappelle, c'était il y a 2 ans et demi, mais je m'en souviens un petit peu. Je vais passer la parole maintenant à Kathleen de EY. EY est monté à bord un tout petit peu après, mais a été déterminant dans l'accompagnement des actions. Donc, Kathleen, je te laisse la parole, peut-être sans caméra ou avec caméra, suivant la qualité de ta connexion. Je te laisse gérer ça. Merci Axel. Vous me direz si la borne passante fonctionne ou pas. Donc, merci de m'avoir invité à porter la voix d'EY aujourd'hui et à partager ce moment avec vous tous. En 2013, EY s'est doté d'une nouvelle signature, Building a Better Working World, contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus équilibré. Voilà un objectif ambitieux. L'investissement d'EY aux côtés de Make.org rejoint pleinement cette volonté d'agir positivement au bénéfice de la société civile et répond également à une attente très forte de nos collaborateurs, s'investir dans des projets qui ont du sens. Alors, pourquoi s'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes? C'est une cause prioritaire pour la société dans son ensemble. EY en a la conviction, ce d'autant qu'une des valeurs clés portées par notre organisation est le respect.
les événements récents, l'explosion des violences durant le confinement, le nombre de féminicides nous montrent à quel point le chemin est encore long. En s'associant à Make Power pour ce projet, EY contribue à un mouvement citoyen qui a la possibilité de faire évoluer à grande échelle la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une grande fierté de pouvoir mettre nos compétences au service de cette cause qui tient à cœur aux collaborateurs qui organisent en interne depuis maintenant 2 ans une collecte de produits de première nécessité pour des associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences. Quelle forme a pris notre engagement? Aux côtés de Make.org, nous avons exclusivement agi via du mécénat de compétences pour le soutien des projets au plan d'action Stop VFF. Tous les métiers d'EY ont été mobilisés, notamment sur le 3919, Mémo de vie, Suis-je seule, Abri d'urgence ou encore Chouette ou pas chouette. Cela représente environ 1200 heures d'engagement. Alors, je me réjouis d'entendre les témoignages qui vont suivre sur ces différentes actions. Et au nom d'EY, des collaborateurs, mais aussi en tant que femme, je remercie de tout cœur Make.org et tous les acteurs mobilisés pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup, Kathleen. On a adoré travailler avec vous. Et je pense que beaucoup d'associations qui ont eu l'occasion de le faire peuvent témoigner de l'engagement réel de toutes les consultantes et les consultants qui ont été à bord. Alors, si on revient maintenant sur le cœur du sujet, c'est le bilan. Comme vous le savez, tout a commencé par une consultation qui a touché 400 000 personnes et qui a sorti 17 idées clés, 17 idées citoyennes sur lesquelles tout le monde est d'accord, qui sont un peu l'agenda sur lequel on a travaillé. Et là, on a juste indiqué en droit ceux finalement auxquels on a abouti à quelque chose autour des lieux d'accueil, de prise en charge des victimes, de l'enseignement dédié dans le cursus scolaire universitaire, d'encourager la sensibilisation et l'intervention des tiers et des témoins, créer des groupes ou réseaux d'entraide entre victimes, prendre en charge et sécuriser les victimes dès les premières violences, élever de la même manière les filles et les garçons, former les personnels de la police et de la justice et briser la loi du silence et permettre aux femmes de dénoncer. Voilà, finalement, on a abouti à des actions qui agissent sur ces consensus-là. Bien sûr, ce n'est pas la totalité de la lutte, pas la totalité du combat, mais en tout cas, c'est là-dessus où on s'est retrouvés. Alors, les actions elles-mêmes, il y en a 4 qui ont été vraiment livrées, même si elles sont encore en cours et qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, abri d'urgence, mémo de vie, comprendre pour mieux agir et chouette, pas chouette. Et puis, 2 actions sur lesquelles on a été en soutien, accompagner la montée en puissance du 3919 et accompagner une initiative Suis-je seule et sur lequel je dirais qu'on n'a pas abouti à quelque chose d'aussi concret, mais on a plutôt essayé d'apporter une aide au fil de l'eau dans les différentes étapes de ces deux sujets. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a essayé de rassembler des témoignages et puis des faits pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Et je suis ravi de passer la parole à Rémi Leclerc, qui est le directeur des opérations de Make.org Foundation et qui va nous raconter un petit peu où on en est. Rémi, à toi. Merci Axel, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir introduire la première action du plan qui est Abri d'urgence. Abri d'urgence a pour objectif à terme de permettre à plus de 10 000 femmes victimes par an d'accéder en urgence en hébergement sécurisé par la mobilisation des nuitées d'hôtels invendus. Cette action n'aurait pas pu avoir lieu, bien sûr, sans la Fondation des femmes en collaboration avec la FNSF, la Fédération nationale Solidarité Femmes, pour pouvoir porter le sujet. Comme l'a exprimé bien sûr aussi l'aide d'EY pour son pilotage. Et on remercie également 2 acteurs clés pour leur confiance et leur soutien, que sont le Fonds pour les femmes de L'Oréal et la fondation du groupe Primonial. Mais ce que je vous propose pour comprendre un petit peu le contexte, le dispositif, le premier bilan et puis les perspectives de cette action, c'est d'accueillir la parole de Viviane. Viviane a été la responsable sur l'hébergement d'urgence pour la FNSF, la Fédération nationale Solidarité des femmes, de Laura aussi, qui est la responsable des programmes d'hébergement à précarité de la Fondation des femmes,
et également de Carpotia Marie-Claire, qui est présidente des fondations des Orchidées Rouges et qui est une des associations sur le terrain qui a pu accompagner les femmes lors de leur sortie de violence par un hébergement d'urgence. On aura l'occasion également, elle n'est pas présente, mais d'entendre un témoignage vocal d'une des femmes qui a pu profiter de ce dispositif. Viviane, Laura, Marie-Claire, Carpotia, je vous invite à bien sûr ouvrir votre caméra. Et puis, Viviane, la parole est à toi pour nous rappeler bien sûr le contexte de l'hébergement d'urgence pour que Laura ensuite nous explique un peu mieux son dispositif, le bilan, et ensuite arriver sur le témoignage de Carpotia Marie-Claire et de la femme victime qui a bien voulu témoigner pour le dispositif. Oui, bonjour. Donc, en ce qui concerne la Fédération nationale Solidarité Femmes, nous avons mis ensemble, notamment à l'occasion du premier confinement avec la Fondation des femmes, un dispositif hôtelier avec le soutien du groupe Accor, qui a permis effectivement à des femmes de pouvoir échapper immédiatement, quand elles le souhaitent, à la violence conjugale qui, je le rappelle, est un processus qui enferme et qui rend aussi les victimes coupables de la violence qu'elles subissent. Et pour en sortir, il leur faut souvent un soutien et au moment où elles le demandent. Donc, pour nous, ce dispositif qui était déjà utilisé par les associations localement ou nationalement, a permis quand même de renforcer et d'aider les associations dans ce qu'elles apportent aux victimes en les libérant de la recherche d'hébergement et en leur permettant d'accompagner les victimes sur toutes les démarches qu'elles doivent faire, sur la compréhension de la violence qu'elles subissent et sur la recherche d'une solution plus pérenne par la suite. Donc, ce qui est important de noter, c'est que ce dispositif nous permet aussi de soutenir les victimes et de pouvoir, en toute sécurité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas identifiables, elles ne sont pas traçables, ce qui est important quand une femme victime décide de partir, parce que vous le savez sans doute, c'est au moment de leur départ ou du choix de leur départ qu'elles sont le plus en danger. Et on peut noter qu'à la fin de ce dispositif, enfin sur l'année 2020, il y a eu quasiment que des sorties positives. Très peu de femmes sont retournées au domicile conjugal. Celles qui sont retournées ont décidé d'essayer de voir, mais très souvent sont reparties ensuite et ont ressollicité les associations. Donc, merci à Make.org de nous avoir soutenus et à EY également. Et je pense que je passe la parole à Laura qui expliquera plus en détail les chiffres et le fonctionnement de ce dispositif. Merci Viviane. Merci Viviane. Effectivement, pour la Fondation des femmes, c'est extrêmement important de travailler avec la Fédération nationale Solidarité Femmes sur ce projet. Alors, la Fondation des femmes, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fondation de référence sur les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes en France. Notre rôle, c'est de mobiliser particuliers et entreprises au service de la cause de l'égalité à travers différents programmes, dont effectivement la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, et en particulier, plus récemment, la question de l'hébergement des femmes victimes de violences. Cette question de l'hébergement, elle est devenue éminemment urgente au moment du premier confinement, et notamment à la sortie du premier confinement. Vous le savez, ces violences, elles ont monté en intensité dans les foyers, elles ont
poussé, enfin en tout cas, elles ont acculé les femmes à quitter leur foyer et parfois souvent la réponse, malheureusement encore aujourd'hui, confinement ou pas confinement d'ailleurs, la réponse du 115, la réponse des dispositifs actuels n'est pas suffisante, elle n'est pas suffisante en quantité et en qualité par rapport aux propositions qui sont faites aux femmes victimes de violences qui ont besoin de partir de chez elles. Donc, avec la FNSF, on a mis en place dans l'urgence un partenariat avec le groupe Accor qui nous a mis à disposition la plateforme CEDA, qui est une plateforme qui a été mise en place notamment pour héberger les soignants et tout un tas d'autres professions qui en avaient besoin pendant le premier confinement. Et donc, cette plateforme a aussi été mise à disposition à ce moment-là de la Fondation des femmes, mais évidemment pas gratuitement, et j'y reviendrai. Mais en tout cas, depuis effectivement l'automne, on travaille avec make.org et donc avec EY, que je remercie également pour sa participation à ce projet, à mieux structurer cette question de l'hébergement des femmes victimes de violences que nous pouvons proposer en tant que Fondation des femmes. Et donc, effectivement, notre rôle en tant que Fondation, c'est d'abord donc la mise à disposition de ces chambres d'hôtel, de ces nuitées hôtelières que donc nous payons sur la plateforme CEDA, que nous mettons, donc les associations réservent directement sur cette plateforme des chambres d'hôtel pour les femmes qu'elles accompagnent. On a un système de crédit en fait, et puis eh bien, ensuite elles peuvent les accompagner pendant une vingtaine de jours. Alors je veux bien, si c'est possible, de passer à la slide d'après pour vous donner les chiffres en fait que ça donne. Donc pour vous donner effectivement quelques chiffres, depuis décembre, depuis début décembre, donc en gros quasiment depuis le deuxième déconfinement, on a hébergé 116 femmes avec 111 enfants, donc 227 personnes au total. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas pu trouver d'autres solutions dans le cadre du droit commun, en tout cas d'autres solutions adaptées dans le cadre du droit commun. Et donc c'est potentiellement des vies sauvées, ce sont des parcours de vie qui sont qui ne vont pas tomber dans la précarité, des femmes et des enfants qui échappent aux violences qu'ils subissent et qu'elles subissent. Donc pour nous, c'est vraiment une grande réussite. Ça témoigne aussi d'un besoin extrêmement important puisque en théorie, les pouvoirs publics devraient aussi pouvoir répondre à ces foyers en détresse. Vous voyez aussi, donc en tout, ça fait à peu près de 2500 nuitées au total, donc pour un taux des séjours qui dure environ une vingtaine de jours, et donc avec ensuite souvent des solutions, soit l'accès au logement, soit l'accès à des dispositifs d'hébergement, on va dire, plus adaptés, soit une autre solution. On est encore en train d'affiner l'impact concret, puisque ces chiffres, donc c'est des chiffres entre décembre et fin février. Vous voyez aussi qu'un élément qui est très important dont a parlé Viviane, c'est la temporalité très faible entre la réservation et l'hébergement. Et c'est cette réactivité-là qui est extrêmement précieuse dans ce dispositif, c'est que ça permet aux associations d'avoir tout de suite une solution à apporter aux femmes qui les interpellent, qui leur demandent de l'aide. Et pour les travailleurs sociaux avec lesquels on a échangé, travailleuses sociales avec lesquelles on a échangé, c'est aussi une forme de soulagement dans leur travail de savoir qu'elles vont pouvoir dans tous les cas apporter une réponse à une femme qui demande à sortir de chez elle et à échapper aux violences. On voit aussi dans ces chiffres l'importance de la demande en Île-de-France, ce qui n'est pas surprenant, mais en tout cas c'est un fait. Il y a plus de la moitié des hôtels qui sont réservés en Île-de-France, qui correspond aussi à la fois aux besoins en termes de population et puis aussi à la saturation des dispositifs d'hébergement en Île-de-France qui de fait renforce les besoins sur nos dispositifs. Donc voilà, c'est un programme qui fait vraiment une différence dans la vie de nombreuses femmes et de nombreux enfants aussi qui sont des co-victimes de ces violences. Et on est très heureux de pouvoir aujourd'hui le structurer. On espère pouvoir le structurer sur le long terme. Comme vous le voyez, le prix moyen de la chambre reste élevé, et très élevé même. Pour l'instant, on fait le choix et c'est aussi, on remercie l'ensemble de nos mécènes et les particuliers qui se sont mobilisés très fortement, notamment au moment de la crise Covid et encore aujourd'hui, de nous permettre de mettre à disposition ces chambres de qualité, parce que je ne l'ai pas dit, mais on est sur des hôtels. L'idée, c'est que les femmes elles puissent être hébergées dans des hôtels de qualité
dans des hôtels voilà, dans lesquels elles sont à l'aise, pas forcément dans des hôtels sociaux dans lesquels il y a un mélange de public qui n'est pas forcément favorable au rebond dans ce genre de situation. Et puis voilà, des chambres dans lesquelles elles peuvent aussi être tranquilles avec leurs enfants quand elles en ont. Et donc voilà, tout ça, ça a un coût. Et nous, aujourd'hui, le gros défi pour nous, c'est de faire en sorte que ce programme il puisse perdurer dans le temps en travaillant à réduire le coût de ces nuitées hôtelières, sujet sur lequel on travaille avec Make.org et EY. Et donc, on travaille sur des pistes, effectivement, pour répondre à ce défi parce qu'on voit bien que les besoins sont vraiment là. Et nous, évidemment, notre travail, c'est aussi de faire comprendre au pouvoir public et à l'État hein, qu'il y a ces besoins et qu'il faut y répondre absolument, aussi en augmentant à la fois le nombre de places spécialisées pour accueillir des femmes victimes de violences et puis la qualité de ces places, notamment de celles issues du Grenelle des violences conjugales, qui pour l'instant, de notre point de vue, n'est pas au rendez-vous. Voilà pour le bilan un peu quantitatif. Je ne sais pas si, je crois que la slide d'après est sur la question voilà, des témoignages. Donc, on l'a dit, hein, la question du fait que ça permet aux femmes de déclencher un parcours de suivi complet de sortie des violences. Quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas où vous allez dormir ce soir, où vous dormez dans un squat et c'est extrêmement compliqué, c'est plus compliqué de s'impliquer dans un parcours de sortie des violences. C'est plus compliqué d'être présente, c'est plus compliqué d'être à l'heure au rendez-vous, etc. Donc, il y a tout un tas de barrières qui peuvent se dresser. Et puis, effectivement, le fait de retrouver une forme de dignité qui revient beaucoup dans le témoignage des femmes. Voilà. Et puis après, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Viviane sur la question du gain de temps, les meilleures conditions de travail pour les intervenants sociaux, et puis la qualité de la prise en charge des personnes qui est améliorée. Voilà, je ne sais pas si Kakposia est présente ou pas, parce que je crois que oui, elle est là. Donc, je te laisse la parole, Kakposia, peut-être. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur ce magnifique dispositif. Nous concernant, ça a vraiment changé énormément de choses en ce qui concerne l'accompagnement en général, hein, parce que nous, il est intégré vraiment dans l'accompagnement global qu'on propose aux femmes dans leur reconstruction. Donc, le fait d'avoir ce dispositif a permis non seulement d'avoir leur disponibilité au niveau de l'accompagnement et plus de sérénité aussi en ce qui concerne les entretiens au niveau de la psychologie. Donc, ça leur permettait vraiment de se recentrer finalement sur leur volonté de résilience, de pouvoir se reconstruire des blessures qu'elles ont vécues dans leur vie. Parce qu'avant ce dispositif, quand il y avait des problématiques urgentes de logement, par exemple, en entretien psychologique, elles n'étaient pas du tout à l'écoute, elles n'étaient pas disponibles non plus au niveau mental pour rentrer dans la thérapeutique et créer une alliance thérapeutique avec les professionnels. Ça, c'est la première chose. Et ça a également permis de pouvoir améliorer notre dispositif dans sa généralité, puisque pour des femmes qui étaient loin, nous, on a un institut qui est régional, on accompagne des femmes de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Celles qui ont des difficultés de déplacement, on propose des accompagnements psychologiques et sexologiques en visio. Mais c'est vrai qu'elles sont toujours contentes de pouvoir venir physiquement nous voir. Donc, grâce à ce dispositif, des femmes qui sont loin géographiquement ont pu être hébergées pendant 2 ou 3 jours à Bordeaux. On a regroupé tous leurs entretiens et leurs consultations. Donc, sur ces journées-là, elles arrivaient à voir les psychologues, les médecins, à accéder aussi à des ateliers comme les ateliers d'art-thérapie, à voir la socio-esthéticienne. Donc, on voit vraiment à quel point le dispositif permet vraiment d'avoir un plus dans ce qu'on peut proposer aux femmes et d'améliorer la qualité de l'accompagnement qui est proposé. Kakposia, peut-être, est-ce que tu peux préciser sur quel type de violence votre association travaille? Je ne crois pas que tu l'as dit, je pense que c'est important. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Alors nous, on accompagne des femmes qui sont victimes de mutilations sexuelles et de mariage forcé. C'est notre porte d'entrée. Et puis, c'est vrai que malheureusement, elles cumulent en moyenne 4 types de violences.
c'est-à-dire viol, violence conjugale, inceste, harcèlement, voilà. Donc, on est vraiment sur cette spécificité avec une population qui va être en grande situation de précarité. Nous avons des femmes qui sont nées en France et qui ont été excisées à l'étranger, ou des femmes qui ont été excisées à l'étranger et qui ont migré vers la France, et parmi lesquelles il y a une grande majorité qui a fui les violences dans leur pays ou qui fuient les violences pour protéger leurs enfants. Donc, ces femmes-là sont des femmes en demande d'asile, donc parfois en manque de logement, parce que selon le statut de leur demande, elles se retrouvent en dehors des CADA, des centres d'accueil de demandeurs d'asile, donc elles sont complètement à la rue. Et même quand on arrive à les loger grâce à ce dispositif, même si c'est que pour quelques jours, ça leur redonne le sourire, elles sont très contentes et ça leur donne aussi de l'espoir parce qu'elles se disent je peux m'en sortir, et c'est des moments où même quand ils sont courts, ça leur permet aussi de retrouver leur dignité et d'augmenter l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, et ça je pense que c'est très important. Merci beaucoup, Kakpotia Marie-Claire, et puis merci, Laura Viviane. Peut-être on aimerait pouvoir illustrer aussi vos propos à travers un témoignage d'une bénéficiaire qu'on appellera Elena, ici dans le cadre de notre entretien. Elena qui a souhaité se séparer de son mari et qui a rencontré, vous le verrez, des difficultés, et qui, grâce au dispositif de l'hébergement d'urgence, a permis en fait de sortir des violences dans lesquelles elle était. Je propose qu'on l'écoute tout de suite. Ce sont plein de petits courts extraits d'une interview qu'on a pu avoir avec elle qui ont été montés pour illustrer les bénéfices de ce dispositif. Donc, je me suis tournée vers une association et c'est là que tout a commencé en fait. En gros, c'est que là, j'ai eu pour la première fois l'impression de pouvoir mettre enfin des mots sur ce que je ressentais. J'ai eu cette impression d'être comprise. Contacter l'association Tremplin pour dire voilà, ma plainte a été classée sans suite, j'ai très très peur parce que monsieur maintenant sait que j'ai porté plainte, il est très dangereux. Il sait que la plainte a été transmise au parquet pour classement sans suite. Donc là, j'ai très peur. Et de là, l'association m'a dit au secours, effectivement, vous êtes dans une position très très délicate. On va vous mettre en sécurité avec vos enfants. Ça a été pour moi juste une bulle d'oxygène. À ce moment-là, parce que je me sentais vraiment en sécurité dans ces conditions, et ce dispositif a été, comment dire, à ce moment-là, je pense que c'était la meilleure chose qui puisse, c'était le dispositif par excellence pour mes enfants et moi. Si aujourd'hui il ne s'est pas passé un drame ce jour-là, c'est uniquement parce que j'étais dans un dispositif où les personnes qui pouvaient sécuriser, enfin qui pouvaient me sécuriser, savaient que je devais être mise en sécurité. Si j'avais été dans n'importe quel autre hôtel lambda, je pense que ça aurait pu être dramatique. Concrètement, alors vraiment j'ai envie de dire, j'avais l'impression d'être dans un film, mais en même temps j'avais cette sensation d'être prise en charge et complètement. Vous savez, ça veut dire que concrètement, tout a été géré en amont, sans même que j'ai eu à faire quoi que ce soit. Et c'est en ça que pour moi c'était extraordinaire, mais vraiment, parce que quand on est dans une situation de peur dans laquelle j'étais, une situation de stress, on est avec les enfants, on a des vêtements, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Le moindre petit effort de réflexion
devient une montagne insurmontable. Vous voyez, et on m'aurait demandé juste, ne serait-ce que d'aller courir, remplir un papier. Je pense qu'on aurait été incapable. Et là, le fait que on m'ait juste appelé en me disant, on s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas, on vous rappelle, on va mettre en place un dispositif pour venir vous récupérer avec les enfants. Vous laissez votre téléphone, vous laissez toutes les choses qui pourraient éventuellement être traçables. On va vous enregistrer sur un hôtel, mais pour l'instant, on ne vous donne pas l'adresse parce que on ne sait jamais. Vous ne serez pas enregistré sous vos noms. En fait, tout a été pris en charge directement. On m'a appelé, on m'a donné une adresse, on m'a dit voilà, rendez-vous à cette adresse avec vos enfants. Soyez vigilantes. Vous faites un travail extraordinaire et je vous remercie du fond du cœur au nom de toutes les femmes. Voilà, donc quelques extraits de l'entretien qu'on a pu avoir avec Elena, avec ce petit message à la fin qui s'adresse aux associations partenaires du dispositif. Peut-être très rapidement, parce qu'il faut qu'on puisse aussi présenter les 3 dernières actions. Un engagement vital, on a parlé des hôtels. Je souhaite annoncer en avant-première et remercier un engagement en fait solidaire inédit d'un groupe hôtelier, Value State, qui a décidé de s'engager pour offrir des nuitées pour le dispositif. C'est un début et c'est une dynamique qui se construit avec la Fondation des femmes, avec la FNSF, avec EY et avec nous, que l'on souhaite soutenir pour permettre à davantage d'hôtels d'offrir des nuitées au dispositif. Donc encore merci à Value State et ses hôtels du coup de pouvoir participer à l'offre, à offrir des nuitées gratuitement au dispositif. Et peut-être pour finir très rapidement sur l'action, abri d'urgence, c'est quoi les perspectives? Je viens d'en parler, c'est des enjeux de mobilisation solidaire des hôtels, réduire le coût des nuitées pour permettre aux associations d'en bénéficier davantage. Et puis, du coup, donc, de faire en sorte qu'il y ait plus de 500 femmes qui soient hébergées en urgence supplémentaire d'ici la fin de l'année. Et pour finir, Laura en a parlé, je tiens à remercier particulièrement aussi les citoyens qui ont aussi soutenu financièrement le dispositif lors des différentes campagnes de crowdfunding. Sans transition, ce que je vous propose, c'est directement de vous présenter la deuxième action qui est Mes mots de vie. Mes mots de vie, c'est accompagner chaque année 20 000 femmes victimes de violences en les aidant à prendre conscience, à sécuriser des documents, à s'informer, à appeler à l'aide grâce à une plateforme numérique. Cette action, elle est portée par l'association France Victimes et l'ensemble de son réseau. Elle a été soutenue et elle est soutenue par le ministère de la Justice, par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité, l'éducation et les chances, et aussi surtout par aussi 2 partenaires qui nous ont fait confiance, le Fonds pour le civisme en ligne de Facebook et le Fonds pour les femmes de L'Oréal. À côté de ça, vous allez voir, c'est une plateforme numérique et donc du coup, on a pu bénéficier de l'expertise d'Accenture, d'Accence, de Devoteam, de Sherit, qu'on remercie fortement, et de Wavestone, avec une aide au pilotage et aussi légale par EY. Merci à Olivia, Marine et Léa de pouvoir nous présenter la solution, le premier bilan et les perspectives de Mes mots de vie. Merci d'être avec nous sur cette action. Merci beaucoup Rémi. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui après plus de 2 ans de travail sur Mes mots de vie avec nos partenaires, surtout Make et son fonds de dotation évidemment. Et puis Sherit, tu l'as évoqué, qui nous a véritablement permis de co-construire cette solution avec Accenture et puis la fondation Devoteam que tu as citée. En plus, bien sûr, des femmes victimes elles-mêmes et des professionnels de l'aide. EY a été un soutien très particulier pour le pilotage et le cadre légal, en plus des soutiens des femmes, des professionnels. Mes mots de vie, c'est une plateforme digitale gratuite, personnelle, sécurisée, dont la promesse, c'est dire aujourd'hui pour préserver demain.
Et on a conçu vraiment cette plateforme pour aider les femmes victimes à sortir des violences parce qu'on faisait un constat, enfin plusieurs constats, mais elles sont souvent dans le déni de ces violences. Viviane l'a dit tout à l'heure, mes mots de vie va les aider à prendre conscience que ce qu'elles vivent, ça s'appelle des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, morales, dénigrement économique, administratif, tout ça, ça s'appelle des violences. Et en plus, il y a un deuxième constat, c'est qu'elles ont beaucoup de mal avec le système judiciaire, cette fameuse justice de proximité qui n'est pas encore au rendez-vous malgré le travail des 130 associations de France Victimes, et puis parce qu'il y a très peu de plaintes au regard des centaines de milliers de femmes victimes de violences et encore moins de condamnations. Donc on a 4 fonctionnalités cœur. Mes mots de vie va permettre aux victimes de conserver des traces de leur vécu quotidien ou antérieur avec le journal, regrouper dans un espace de stockage sécurisé des illustrations de ce qu'elles vivent, des photos, des audios, des vidéos, et puis des preuves aussi, des certificats médicaux, des attestations, le dépôt de plainte, tous les éléments qui vont permettre aussi d'étayer la parole de la victime, de la crédibiliser. Les contacts utiles, les ressources de la bibliothèque qui sont en accès libre vont permettre sans compte donc de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent être aidées facilement. Donc, mes mots de vie facilitent la prise de conscience qui parfois s'ignore et donne de la force aux déclarations de la victime. Ça va leur donner les moyens de sortir des violences un peu plus tôt. Vous voyez dans ces 3 écrans qui sont là, l'interface un peu de la plateforme avec la création d'un événement, avec une date, même approximative, un degré de sécurité ou de danger dont Léa vous parlera tout à l'heure, et puis la possibilité d'apporter des précisions. L'espace de stockage également, c'est le 2e écran avec les contacts utiles, 3e écran, et puis aussi la possibilité d'être recontacté par la plateforme, par les professionnels de l'aide aux victimes dans les conditions que la victime souhaitera. Et d'ailleurs, grâce au retour déjà des territoires pilotes et puis des femmes victimes qui ont pu tester la solution dont Marine va vous parler juste après moi, eh bien, on a déjà apporté quelques améliorations et des fonctionnalités nouvelles, comme dans les contacts, un répertoire personnel et sécurisé qui va permettre aux femmes victimes de ne plus avoir dans leur propre téléphone des contacts utiles de proches ou de professionnels qui sont soutenants. Merci beaucoup. Donc, Marine Bonin, je suis juriste chez France Victimes 71 à Mâcon, territoire pilote de mes mots de vie. Je suis principalement basée en maison de justice, mais j'effectue également des permanences dans plusieurs unités de gendarmerie ainsi qu'auprès des assistantes sociales. Je suis référente pour mes mots de vie en Seine-et-Loire et à ce titre, j'ai pu proposer la plateforme à plusieurs victimes. Les victimes dont je vais vous parler ont toutes été victimes de violences conjugales, mais elles ne vivent plus au domicile avec l'auteur. Elles présentent toutes, par contre, un profil différent. Tout d'abord, Jessica, elle a 20 ans. C'est une habituée de l'informatique et des réseaux sociaux. Elle s'est très vite familiarisée avec cette plateforme. Elle me dit d'ailleurs régulièrement que si elle avait eu accès à mes mots de vie avant, ça l'aurait beaucoup aidé, notamment lors de son dépôt de plainte, lorsque le gendarme lui a demandé des dates, des faits, ou encore des photos qu'elle avait pu prendre à un de ses coups. Ensuite, nous avons Isabelle, elle est victime de violences conjugales depuis plus de 20 ans. Elle a quitté le domicile très récemment, mais aujourd'hui, des craintes persistent encore. C'est d'ailleurs pourquoi elle demande une ordonnance de protection. C'est un dispositif juridique rendu dans l'urgence qui permet notamment d'interdire qu'il y ait un rapprochement ou une prise de contact de l'auteur avec la victime. Sauf que pour cela, il faut des documents qu'elle a malheureusement laissés au domicile suite à un départ précipité. Depuis qu'elle utilise mes mots de vie, c'est simple, elle sécurise absolument tout. Donc, les copies des documents qu'elle a pu se procurer à nouveau, mais également ses sentiments, ses ressentis, ainsi que des épisodes avec monsieur qui lui reviennent. Donc, tout ça, bien évidemment, pour en garder une trace. Isabelle, elle est aujourd'hui dans une prise de conscience active de son état de victime, même après coup. Et mes mots de vie aident beaucoup dans cela. Nous avons par contre des victimes qui sont tout juste au début de cette prise de conscience et la plateforme va venir faciliter cela. C'est le cas par exemple de Brenda. Donc Brenda qui est victime de violences psychologiques avec un épisode de violence physique.
pour lequel les voisins ont appelé la gendarmerie. Et c'est à cette occasion, lors de l'intervention de la gendarmerie, que Brenda nous est orientée. Elle nous dit qu'elle n'est pas heureuse dans sa relation, qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'arrive pas pour autant à mettre des mots sur ce qu'elle vit. Donc, grâce à Mémodie, elle a pris conscience qu'elle était victime, et notamment avec les outils qui sont contenus dans la bibliothèque. Mon expérience avec les victimes et Mémodie m'a montré qu'elles peuvent y trouver plusieurs utilités, quel que soit le stade auquel elles se trouvent. Et c'est également le constat que j'ai pu en faire avec les professionnels avec qui je travaille et à qui j'ai pu parler de Mémodie afin qu'ils le proposent aux victimes qui s'accompagnent. Donc, les assistantes sociales, elles voient plus l'intérêt de Mémodie pour la prise de conscience, hein, comme on l'a dit juste avant, qui est parfois difficile pour certaines victimes, et ce, malgré l'aide apportée. Les gendarmes, quant à eux, sont plus intéressés par le journal. Ils me disent qu'il est parfois compliqué pour les victimes de se souvenir précisément des événements, des dates, etc., ce qui peut rendre une audition un peu difficile. Le journal va donc venir jouer un rôle de facilitateur dans le récit de la victime, ce qui permettra d'avoir des auditions qui soient beaucoup plus fluides, en plus des possibilités de conserver donc, des éléments de preuve, comme Olivia vous en a parlé, donc des photos, des enregistrements, etc., qui vont venir étayer les déclarations des victimes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Léa Pellegrin, chargée de projet Mémo de vie, et je vais vous proposer un premier bilan, donc 4 mois après le lancement de cette plateforme. Quels sont les chiffres clés qu'on peut communiquer aujourd'hui? Déjà, vous le voyez, ce sont 10 000 visiteurs différents qui ont visité la plateforme depuis le lancement, avec actuellement à peu près 1050 comptes créés. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, depuis le lancement, on a 10% des visiteurs qui créent un compte. Au total, également, on observe que par mois, ce sont 467 événements qui sont ajoutés dans le journal par l'ensemble des utilisateurs. Ça correspond à l'écran qu'on a vu plus tôt avec Olivia. Et lorsqu'on s'intéresse à ces événements qui sont ajoutés dans le journal par les utilisateurs, on voit sur le côté ce schéma où on se rend compte qu'en fait, on atteint la cible, donc des personnes victimes de violences, puisque lorsqu'une personne renseigne un événement dans son journal, on lui demande d'associer un sentiment de sécurité. Et on observe par exemple ici que pour le mois de février, le sentiment de sécurité le plus renseigné était mauvais. Donc avec 47,8%, on observe également que des personnes remplissent des sentiments de sécurité danger. Donc on voit finalement que la plateforme est bien utilisée par le public cible, donc des personnes victimes de violences. Au total, ce sont 3200 fichiers qui ont pu être sécurisés avec ce qu'évoquait Marine, aussi bien des photos, des vidéos, des audios que des documents officiels. On observe également que chaque mois, ce sont environ 200 personnes qui sont mises en relation avec un professionnel via Mémo de vie, via les contacts utiles de Mémo de vie. Également, on peut observer qu'une personne qui va se connecter à son compte, elle va passer en moyenne 10 minutes sur son compte, ce qui montre quand même une utilisation assez active de la plateforme, d'autant plus que cette plateforme se déconnecte de manière automatique au bout de 3 minutes d'inactivité pour protéger les utilisateurs. En termes de formation des professionnels, on a 400 professionnels qui ont suivi depuis le lancement un atelier d'1h15 de formation à la prise en main de Mémo de vie, mais aussi à ces enjeux et à la communication auprès des personnes victimes. Ce sont également plus de 10 000 supports imprimés qui ont été distribués auprès de structures d'accueil et de professionnels. Je vous propose après de s'intéresser peut-être aux retombées médiatiques sur la diapositive suivante. Voilà, donc on a eu une belle couverture médiatique, principalement à l'issue de la mise en ligne de Mémo de vie, puisque à 10 jours de la sortie, on comptait à peu près 136 retombées presse. Donc vous le voyez principalement sur le web avec plus de 101 mentions ou articles, mais on compte surtout une dépêche AFP qui a été largement reprise et qui a donné lieu à des contenus aussi bien dans la presse écrite que télévisuelle ou radio. Et puis finalement, on a eu aussi bien de la presse régionale, avec une presse quotidienne régionale, grâce à la mobilisation sur le terrain de nos territoires pilotes, qu'une presse plus nationale, voilà, notamment avec un JT de France 2 ou un article dans Libération.
Voilà ce que je pouvais vous proposer rapidement en termes de bilan. Je vais reprendre juste la parole une seconde pour dire, parler un peu des perspectives. On a atteint notre public, Léa vous l'a montré. Maintenant, il va falloir qu'on continue à travailler pour améliorer la solution, pour aider encore plus de manière active et proactive, d'aider ces femmes victimes de violences à sortir des violences encore un peu plus tôt. Donc, on a des gros enjeux de communication, auprès des professionnels, hein, comme Léa vous le disait, parce qu'il faut absolument que les professionnels soient au courant et puissent se former et pouvoir prescrire mes mots de vie à toutes les personnes avec lesquelles ils sont en contact. Et puis, bien sûr, les victimes et les proches. Je crois que toutes et tous, on est dépositaire souvent d'un petit bout de vie, un petit bout de violence de personnes connues, et on doit aider ces personnes. Et Mes mots de vie n'est pas stigmatisant, Mes mots de vie va les accompagner dans leur cheminement, et on sait que, notamment pour les femmes victimes de violences conjugales, le cheminement peut être long, mais aussi pour les femmes victimes de harcèlement, de discrimination, de toutes sortes de violences. Donc voilà, merci à toutes et tous de votre engagement. Ça a été un merveilleux projet. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est pas terminé du tout. Et je sais que Make Fondation est toujours à nos côtés, comme Chérit et l'ensemble des soutiens et des mécènes en compétences. On a beaucoup d'ambition pour Mes mots de vie, parce que les 20 000, notre objectif de 20 000 utilisatrices d'ici la fin de l'année, ça ne s'arrêtera pas là. On accueille à France Victimes, on a accueilli en 2020 plus de 70 000 victimes de violences conjugales. Donc, on a vraiment besoin de toutes ces actions, sans doute de fonds encore plus tard, mais on a surtout des enjeux majeurs de communication auprès des professionnels, mais aussi de l'opinion publique et des personnes victimes. Merci encore à vous tous. Merci infiniment à France Victimes. Et puis, il y a tellement de personnes à remercier, mais il y a aussi une autre structure qui a permis le développement dans la stratégie, dans une expérience adaptée, cachée, sécurisée. Merci à Chérit de nous avoir permis de construire cette première version, deuxième version de Mes mots de vie. Je vous propose sans plus tarder aussi de comprendre en fait quelle est la troisième action du plan, comprendre pour mieux agir. Comprendre pour mieux agir, c'est d'accompagner la formation des professionnels en contact avec les femmes victimes de violences, et ici en particulier les policiers, à l'accueil et l'orientation des femmes victimes de violences. Et pour ça, on a travaillé bien sûr avec la police nationale, avec le collectif féministe contre le viol, et puis avec une entreprise qui est spécialisée dans l'ingénierie pédagogique, Corp Academy. Très rapidement, ça consiste en quoi? C'est un parcours de formation en 15 modules, où ce sont des modules de vidéos qui sont attractifs, qui sont adaptables à la disponibilité du policier. Et ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble un épisode pour mieux comprendre quel est le format de la formation pour les policiers à l'accueil et l'orientation des femmes victimes de violences. Là, on est sur les tout débuts des modules. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Les violences faites aux femmes constituent des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique. Comprendre les mécanismes psychologiques et leurs conséquences permet d'améliorer la prise en charge des victimes. On attend souvent d'une victime qu'elle crie ou se débatte lors d'une agression. Pourtant, dans la plupart des violences sexuelles et sexistes, c'est pourquoi. La victime peut être sidérée. Lors d'un stress intense, le cerveau reçoit trop de signaux d'alerte et n'est pas en capacité de les gérer. La personne reste alors figée. Elle ne peut pas fuir, elle ne peut pas se défendre. Face à une situation violente, déshumanisante ou incompréhensible, le cerveau va chercher à réduire ce stress intense en entraînant une anesthésie psychique et physique, la victime ne sent alors plus aucune sensation, un état dissociatif, la victime se sent spectatrice d'elle-même, une amnésie totale ou partielle de l'événement. Après les faits, la victime peut être dans l'incapacité de se souvenir de tout ce qui s'est passé.
et une mémoire traumatique émotionnelle. Une odeur, un geste, une couleur feront alors ressentir à la victime les mêmes sensations qu'au moment de l'agression. Par ailleurs, dans certains cas, le fait de ne pas se débattre apparaît comme la solution la moins risquée. C'est une stratégie de survie. Les violences faites aux femmes peuvent avoir des répercussions sur tous les domaines de la vie, sociale, professionnelle, familiale, amicale, sexuelle. Elles peuvent être apparentes, fractures, hématomes, lésions, infections sexuellement transmissibles, ou encore dérèglements du corps, douleurs chroniques ou pathologies obstétricales. D'autres conséquences sont cependant moins évidentes. Perte d'estime de soi, sentiment de honte et de culpabilité, troubles anxieux et hypervigilance, mise en place de stratégies de contrôle ou d'évitement pour tenter de ne pas déclencher la mémoire traumatique, prise d'alcool, de drogue, de médicaments qui recréent une anesthésie émotionnelle et physique. Ces conséquences psychotraumatiques sont les mêmes que celles associées au trauma de guerre. Une femme victime de violence peut avoir un comportement déstabilisant pour le policier qui la reçoit. Elle peut avoir des propos confus, voire incohérents. Elle peut avoir des souvenirs partiels, qui ne reviennent que progressivement. Elle peut sembler déconnectée de ses émotions. Elle peut être méfiante, voire agressive. C'est pourquoi il est important, au contact d'une femme victime de violence, d'avoir conscience que ces attitudes sont en réalité les conséquences des violences subies. À ce jour, cette formation est intégrée directement sur le e-campus de formation essentielle de la police nationale. Là, vous avez vu un module, c'est un parcours complet de 15 modules qui va de la compréhension des violences faites aux femmes jusque des compléments techniques sur la posture, l'attitude du policier par rapport à l'accueil et l'orientation de ces femmes. Là, c'est rapidement un témoignage d'un policier qui n'a pas pu être présent parmi nous et qui voulait vous faire part de ce message. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout de suite de vous présenter la dernière action qui est chouette, pas chouette. Chouette, pas chouette, c'est sensibiliser chaque année plus de 80% des 4-6 ans à la lutte contre le sexisme ordinaire grâce à un programme jeunesse diffusé par toutes les chaînes de télévision et des kits pédagogiques et ludiques pour les enseignants et les familles. Et nous n'aurions jamais pu arriver à l'impact que l'on va pouvoir vous présenter sans bien sûr l'engagement de l'ensemble des chaînes, Canal+, Groupe, Disney, Disney Channel, Disney Junior, France Télé, Gulli, le groupe M6, Nickelodeon Junior, la plateforme de Oko de France Télé, Piwi+, TV, je vais y arriver, le groupe TF1, TFU, et bien sûr une boîte de production de 2 minutes et un coproducteur qui est Gaumont, et bien entendu accompagné par l'association qui nous a permis de créer ce contenu, inspirer ce contenu, Chienne de Garde. Vous allez pouvoir rencontrer aussi directement une structure éducative pédagogique, le Clémy, qui a pu, vous allez voir, nous permettre de démultiplier l'impact par un kit pédagogique et le soutien de médias forts comme Bayam dans le relais, une boîte d'édition Glénat Jeunesse, un autre acteur pédagogique, Teragir, et également Junior City qui nous a permis de faire une mesure d'impact assez détaillée sur l'impact de cette dessin animé. Je remercie encore bien sûr le CSA, EY pour son aide à son pilotage. Et je vous propose de commencer tout de suite par vous présenter, mais qu'est-ce que Chouette pas chouette? Et en fait, Chouette pas chouette, c'est 16 épisodes de 1 minute 30 pour déconstruire les idées reçues sur différents thèmes. Un garçon, ça ne peut pas avoir les cheveux longs. Une fille, ça ne peut pas jouer au foot. Un garçon, ça ne pleure pas, par exemple. Pour un garçon, encore, ça ne peut pas s'habiller en rose. Eh bien ça, on va les déconstruire, ces idées reçues, grâce à chaque fois une petite capsule de vidéos, de dessins animés d'1 minute 30. On va apprendre le respect en se débarrassant de ses préjugés avec un mécanisme d'empathie où l'enfant va pouvoir, à travers un univers qui est composé d'animaux et à travers une capsule pour une thématique, se rendre compte que ces préjugés
eh bien, on peut les combattre et on peut changer d'avis. Et rien de mieux que de vous présenter tout de suite un épisode pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Le danseur. Tu fais quoi, Gégé? Tu t'échauffes pour le karaté? Non, non. Hein? Tu fais de la danse classique? Il est où ton tutu? N'importe quoi. La danse, c'est que pour les filles. Trop la honte. Et Nono, tu trouverais ça chouette, toi, qu'on te dise que ce que tu fais, ce n'est que pour les filles? Oh. Et tu fais quoi là? Eh bien, tu vois, je fais du hip-hop, moi. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce que la danse, c'est que pour les filles. Et toc. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que la corde à sauter, c'est que pour les filles. N'importe quoi. Ah. Stop! J'ai le droit de danser si je veux et de sauter à la corde si j'en ai envie. Hé! Waouh, trop génial! À moi! Eh oui, ça n'existe pas les activités que pour les filles. Filles ou garçons, c'est plus chouette quand on se respecte. Vous pourrez retrouver bien sûr tous ces dessins animés simplement en ouvrant votre télé le matin, seul ou avec vos enfants, hein, parce qu'ils sont sur toutes les chaînes télé. Et si on parle d'impact, eh bien, pour vous expliquer, il y a eu une fréquence où vous avez pu avoir plus de 38 diffusions par semaine sur l'ensemble des chaînes. Ça nous a permis d'avoir environ plus de 850 000 enfants de 4 à 6 ans qui connaissent la série. Donc, on parle de plus d'un tiers de cette tranche d'âge. Et on a eu un succès assez important. Donc, la série a été très bien accueillie par l'audience des chaînes. 29 parts de parts d'audience sur TF1, une audience cumulée de plus de à peu près 2 millions d'individus de 4 ans et plus différents, pour une somme de contacts de plus de 3 millions de 4 ans et plus, dont 1,5 million de contacts d'enfants de 4 à 10 ans. Et sur les plateformes digitales également, la première audience sur Bayab, la troisième meilleure audience sur Roku avec plus d'1 million de vues. Ça nous a permis, grâce à cet engagement des chaînes, de toucher énormément d'enfants et on en est assez content. C'est pas fini, ça va continuer tout au long de l'année et je vous propose de savoir qu'est-ce que les enfants en pensent. Voilà, en allumant le son, je pense en bas à gauche, il y a le son qui est éteint de la vidéo. Deux enfants qui réagissent aux questions de leurs parents sur chouette pas chouette. Dis-moi, est-ce que tu as aimé? Les personnages. Tu as aimé les personnages? Est-ce que tu as un personnage préféré? Oui. Tu sais son nom? Oui. Non. Alors c'est lequel? Tu peux me le dire? C'est un ours qui porte tout le temps un gilet qui est violet. D'accord. Et alors d'après toi, ça parle de quoi justement? Ça parle que, par exemple, il y a un garçon qui dit à la fille qu'elle ne peut pas faire ça. Parce que c'est quelque chose pour les garçons.
ça montre aux garçons et aux filles que les filles ou les garçons peuvent faire ce qu'ils veulent. À part les bêtises, bien sûr. Des choses qu'on raconte dans les épisodes qui te sont déjà arrivées à toi. Oui. Comme quoi, par exemple? Comme un jour, par exemple, il y avait des garçons qui jouaient au foot et je voulais jouer là. Ils m'ont dit « pousse-toi ». Ah oui, pensais que la cour était à eux. Oui. Et est-ce que tes copains ils connaissent Chouette pas chouette? Non. Pas encore? Ah, il faudrait que tu leur fasses connaître. Et tu penses ce serait bien qu'on fasse des nouveaux épisodes? Oui, parce que j'aime beaucoup. Super. On va en parler. Peut-être qu'on pourra faire des nouveaux épisodes, puisque tu aimes beaucoup. Alors, est-ce que tu aimes ces dessins animés et qu'est-ce que tu aimes bien? J'aime qu'ils se réconcilient tout le temps, ils pensent à des choses qui leur fait croire qu'ils n'auraient pas dû dire ça. D'accord. Et selon toi, ça parle de quoi? Ça parle des enfants qui se disputent, du comportement des enfants. Ok. Est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont rappelé des choses qui te sont arrivées? Ou à des copains, copines? J'ai quelque chose comme le dernier épisode qu'on a vu qui m'avait rappelé, mais c'était pas exactement ça. Au lieu d'avoir peur, c'était « Oh, il a un amoureux ». Ah oui, se moquer comme ça. Les témoignages d'enfants où plus de 40% des enfants de 3 à 5 ans comprennent que ces épisodes parlent des stéréotypes de genre avec leurs propres mots. Et on est sûr que par une diffusion de plusieurs épisodes, eh bien, on pourra augmenter en fait cet impact. Alors bien sûr, on a une très belle couverture médiatique. Et puis, ces épisodes ont été corrélés à un kit pédagogique qui a été créé par le Clémy. Et donc, c'est pour ça que je suis assez content de pouvoir accueillir la parole de Virginie Sassoun, la directrice adjointe du Clémy, qui pourra nous raconter comment on a pu démultiplier notre impact en recoupant ces épisodes avec la mobilisation des enseignants, des enseignantes, professeurs. Bonjour Rémi, je crois que la vidéo ne marche pas. Ah voilà, ça y est, ça va marcher. Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si vous me voyez. Merci beaucoup de me donner la parole. Moi aussi, j'ai des grands fans de Chouette pas chouette à la maison et on le regarde en replay. Alors au Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias, on est engagé sur la question de l'égalité à travers des actions d'éducation aux médias et à l'information, et notamment avec un concours zéro cliché qui vise à déconstruire les stéréotypes sexistes. Donc on était très heureux d'être associés à ce projet. On a conçu un livret pédagogique autour de 3 entrées thématiques qui sont l'apparence, le comportement et les désirs d'orientation, avec 8 activités pédagogiques et plusieurs ressources. Et l'enjeu, c'était de faire de cette série une ressource pédagogique qui s'inscrit dans un temps long, qui est celui de l'éducation. Alors, on a diffusé le livret auprès des 20 500 établissements qui sont inscrits à notre événement phare, qui est la Semaine de la presse et des médias dans l'école, avec 260 000 enseignants inscrits cette année. Et il y a eu quelque chose d'assez notable, c'est la forte progression des écoles primaires qui se sont inscrites cette année, avec 1412 écoles de plus, donc 7386 écoles précisément qui sont inscrites cette année et qui donc sont directement concernées par le livret. On a aussi envoyé le livret aux 30 000 abonnés de la newsletter du Clémy, et tous les enseignants de France, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques ont également reçu l'information sur la série et livret avec un emailing qui est parti directement du ministère de l'Éducation nationale. Et évidemment, nous avons aussi communiqué auprès de nos réseaux de coordonnateurs académiques, des référents égalité filles-garçons,
et de tout l'ensemble des professionnels de l'éducation. Donc c'est une très belle diffusion d'un point de vue quantitatif, avec un accueil aussi très positif du terrain. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante si c'est possible. On a eu, donc comme je le disais à l'instant, des retours très positifs des enseignants. On peut peut-être montrer cette vidéo d'une enseignante qui s'est emparée de la ressource et qui témoigne avec ses élèves. Bonjour les amis, comment allez-vous? Pendant ce temps-là, dans cette classe de CE2 à l'Haye-les-Roses, cette professeure des écoles apprend à ses élèves à lutter contre les préjugés et les stéréotypes de genre à l'aide de la série animée Chouette pas chouette. Mais une fille, ça aime bien se maquiller, mettre des robes et tout ça. Tu n'es même pas une vraie fille. Dis donc, Baba, tu trouverais ça chouette, toi, qu'on te dise à quoi tu dois ressembler? Alors, par rapport à l'épisode qu'on vient de voir, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le stéréotype combattu, c'est que les filles, ils ont le droit de se maquiller s'ils veulent, et s'ils ne veulent pas, ils se maquillent pas. La série Chouette pas chouette, en fait, ça nous apprend beaucoup de choses sur les stéréotypes, sur les droits des femmes, sur les droits aussi des filles et des garçons. Est-ce que ça vous a amené à réfléchir, cette série Chouette pas chouette? Est-ce que vous avez, après avoir observé ces épisodes, changé d'avis parfois? Oui, à un moment, il y avait un garçon qui avait dit « Moi, j'ai envie de faire un métier. Et moi, je lui ai dit « Non, non, ça, ce métier, c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles. » Et aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je lui dirais « T'as le droit de l'exercer et c'est comme tu veux. C'est toi qui choisis ton propre métier. » Alors concrètement, il peut encore y avoir des conflits, il peut encore y avoir des problèmes dans la cour, de jeu, de non de partage de balles. On ne va pas dire que ça résout immédiatement tous les problèmes, mais justement l'intérêt c'est qu'ils sont conscients de ces problèmes et ils cherchent des solutions pour que ça s'arrange. Moi, je voudrais plus d'égalité pour que les gens soient heureux. Bonjour les amis. Merci pour la vidéo. Et c'est vrai que là, on se rend bien compte de tout l'apport que peuvent voilà, transmettre les enseignants à travers des séances qui sont consacrées au visionnage, qui permettent de développer un questionnement beaucoup plus poussé que quand ils le voient juste comme ça derrière leur écran. Et c'est ce temps long, justement, qui ensuite peut se traduire par la production d'un contenu médiatique. Alors, j'ai échangé avec notre coordonnatrice de Versailles qui a fait elle-même un test en moyenne section. Donc, voilà, c'est ce qu'elle dit, c'est que ça permet de lancer une discussion. Dès 3-4 ans, hein, ils comprennent très bien ce dont on parle. Et suite à cette prise de conscience, donc ils développent leur esprit critique hein, sur un certain nombre de stéréotypes qu'ils n'avaient pas forcément toujours identifiés. Et dans un second temps, ce que permet le livret pédagogique, c'est de les mettre en position d'acteurs, c'est-à-dire de vraiment produire leur propre message, alors que ce soit à travers un dessin, un podcast radio, une vidéo, et ça permet vraiment voilà, de prolonger en fait, l'expérience de la série à travers une mise en situation des enfants très, très concrète et très, très créative également. On a aussi, pour préparer ce bilan à vous présenter, fait un retour auprès d'une soixantaine de professeurs des écoles, de la maternelle au CM2, donc de l'Académie de Versailles également. Donc là, j'ai synthétisé. Donc, le ton de la série est vraiment très apprécié. C'est ni trop mièvre, ni trop décalé. C'est vraiment très juste. Ça leur a permis
eux-mêmes de prendre conscience de certains stéréotypes. Alors sur le livret, on a des retours où évidemment certains aimeraient beaucoup l'avoir en version papier pour pouvoir le consulter, mais ils sont très heureux aussi d'avoir ces pistes pédagogiques dans lesquelles ils peuvent picorer, parce qu'on a livré des séances pédagogiques clés en main, mais finalement certains aussi se servent voilà, de différents éléments pour construire leur propre séance, et ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et les séances qu'on propose qui ont le plus de succès, c'est sur l'analyse des publicités. Il faut dire que l'analyse des publicités, notamment des jouets pour enfants, offre un terrain de jeu assez exceptionnel pour s'attaquer aux stéréotypes, et l'écriture d'articles sur les femmes célèbres. Et c'est vrai que la semaine de la presse et des médias à l'école, qui en ce moment, depuis lundi, est un moment assez propice pour se lancer, ça offre une opportunité aussi très concrète pour, voilà, pour mettre en œuvre ces actions. On a eu une diffusion de Chouette pas chouette. On a été sollicité par l'Alliance française, donc ça a été d'Islande, ça a été diffusé en Islande, et à cette occasion-là, on a traduit des épisodes aussi sous-titrés en anglais. Donc c'est intéressant de voir que le réseau aussi international, notamment des établissements français à l'étranger, est très intéressé aussi par cette ressource. Pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de poursuivre évidemment la diffusion et d'ancrer cette ressource dans les parcours de formation des enseignants, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants qui se sentent aussi un peu désemparés, démunis. Comment aborder ces questions-là? Donc, on a intégré la ressource du livret dans le parcours de formation de la plateforme nationale Magistère. Il y a déjà plus de 250 enseignants qui sont inscrits, qui donc vont pouvoir découvrir cette ressource. Et on va poursuivre voilà, cette intégration pour vraiment, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de sensibiliser les enseignants en amont pour qu'ils puissent aussi s'emparer de cette ressource. Et c'est vrai que je vois le logo de Terre Agir, et de poursuivre la diffusion à travers d'autres partenaires qui sont engagés sur les mêmes voilà, valeurs que nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Virginie, et au Clémy pour ce travail qui est considérable et tellement important. Peut-être aussi une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'à côté du kit pédagogique, à côté du kit ludique pour les familles, il y a une maison d'édition qui s'engage à nos côtés, Glénat Jeunesse, avec la création du petit manuel de l'égalité filles-garçons, Chouette pas chouette. Donc, tous les parents qui nous écoutent, eh bien, je vous inviterai bien sûr à pouvoir accéder à ce petit manuel qui va être produit par Glénat Jeunesse et accompagné bien sûr en préface avec le Clémy de Minute et Gaumont. C'est un petit manuel qui va proposer 3 histoires sur les thématiques de l'apparence, du comportement et du devenir, et des contenus inédits qui vont inciter à la réflexion et la discussion en famille. Peut-être en termes de perspective, plus que pédagogique, plus que pour les familles, c'est qu'on va continuer à diffuser massivement, grâce à l'engagement des différentes chaînes et médias, la série sur toutes les chaînes télé, et puis aussi à l'international avec notre producteur 2 minutes. J'aimerais quand même remercier une personne qui a été clé dans la création de ce dispositif. C'est Dominique Poussier à l'initiative, et qui a permis en fait le suivi et la création de cette série, et bien sûr toute l'équipe derrière de scénaristes. Et on a pu voir que les professeurs, mais pas que les professeurs, les enfants ont vraiment apprécié le ton et la manière dont ça a été créé. Donc merci à eux infiniment, et l'aventure continue pour Chouette pas chouette. Voilà, donc maintenant c'est moi qui vais prendre la parole. Donc, je suis Estelle, directrice des Grandes Causes, et je voulais vous dire qu'au-delà évidemment de toutes les actions sur lesquelles Rémi et nos différents intervenants, que les actions que l'on vous a racontées, qui sont au cœur du dispositif, qui sont évidemment l'essentiel du dispositif, nous avons à côté de cela évidemment tout un travail d'accompagnement de la communauté, accompagnement des associations. Nous avons organisé des rendez-vous de communauté, ce qui permet de créer des liens, des synergies, ce qui permet d'échanger des bonnes pratiques.
Donc, par exemple, on vous a mis là, pour exemple, la réunion de la coalition à l'Assemblée nationale, mais il y en a eu aussi chez Corp Academy. Et puis, évidemment, avec le Covid, les choses ont été un petit peu bouleversées. Mais nous avons aussi apporté un soutien à des événements, par exemple, les rencontres pour la lutte contre les féminicides et les violences sexistes ont été co-organisées avec Eve Ansler et Cynthia Fleury au CNAM. D'ailleurs, je vais vous en reparler tout à l'heure parce qu'il y a une suite cette année. Donc voilà, donc tout cet accompagnement, il est nécessaire, il est indispensable, il fait partie de la grande cause. Évidemment, il y a aussi toutes les newsletters que nous partageons régulièrement qui permettent de partager votre actu et donc c'est aussi essentiel. Et maintenant, nous avons réalisé un petit film qui permet d'avoir une vision un petit peu globale de tout ce que nous avons accompli ensemble pendant 3 ans grâce aux associations, avec les associations, avec vous tous. Donc voilà, je vous propose de le partager maintenant. La tentative de meurtre sous les yeux de ma fille, ça a été le cap de trop et c'est ce qui a fait que j'ai déposé plainte ce jour-là contre mon ex-conjoint. Mon père est venu me chercher à l'hôpital et entre-temps, la police avait retrouvé mon ex-conjoint et l'avait arrêté. J'ai décidé de m'engager. Vous pouvez vous engager. Nous pouvons changer la donne. Contre les violences faites aux femmes. Nous nous engageons. Agissons aujourd'hui. Mon papa, il dit toujours, un garçon, ça ne pleure pas. T'es un garçon ou pas? Baba, tu trouverais chouette qu'on te dise que tu n'as pas le droit de pleurer? Grâce à cette plateforme baptisée Mémo de vie, un carnet de bord sécurisé pour renseigner les disputes qui émaillent le quotidien, dire grâce à un code couleur si on se sent en sécurité ou en danger. Sur cette plateforme-là, en fait, dès qu'on quitte, ça nous met directement sur une autre page et en fait, ils peuvent pas tomber dessus. Ben, ça se voit pas sur l'historique. La victime peut être sidérée. Lors d'un stress intense, le cerveau reçoit trop de signaux d'alerte et n'est pas en capacité de les gérer. La personne reste alors figée. Elle ne peut pas fuir, elle ne peut pas se défendre. Alors, merci d'abord à Goldenia Studio qui nous a gracieusement offert cette vidéo et qui fait partie de nos partenaires. Et puis maintenant, la chose importante à dire, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là parce qu'évidemment, les drames des violences conjugales continuent.
Malheureusement, ces chiffres ont encore explosé pendant le confinement. On a une hausse de 400% des appels de femmes victimes de violences au 3919. Au 31 décembre 2020, il y avait 96 féminicides commis par le conjoint ou son ex-conjoint qui ont été recensés. Les formes de violence, vous les connaissez, elles sont multiples. Et donc, en fait, très concrètement, nous avons décidé de poursuivre le combat. Nous avons décidé de lancer une nouvelle grande cause qui, cette fois-ci, sera spécifiquement sur le sujet des violences conjugales. Et en fait, cela va vouloir dire que nous allons continuer à soutenir les projets existants et que nous allons ajouter des nouvelles propositions, des nouvelles actions. Alors pour cela, comment on va procéder? On va procéder comme on le fait à chaque fois, comme on l'a déjà fait, c'est-à-dire on va partir d'une consultation citoyenne qui sera lancée le 25 novembre, qui durera jusqu'au 31 janvier, ce qui va nous permettre de recueillir les priorités des citoyens et surtout les idées consensuelles. À partir de là, nous allons organiser des ateliers de concertation. La différence par rapport à la première fois, c'est qu'on aura un mix entre des ateliers en ligne et des ateliers présentiels. On aura des ateliers synchrones et asynchrones. Donc, évidemment, on reviendra sur tout ça, on vous le réexpliquera en détail parce que là, je ne vais pas prendre trop de temps. Et puis, on a complété notre dispositif depuis par une plateforme de concertation qui permet aux citoyens de venir enrichir les projets juste après les ateliers. Et là aussi, on trouve que c'est une façon intéressante de les inclure dans le process et de recueillir un maximum d'informations utiles. Évidemment, au-delà, il y a toujours la collaboration avec les pouvoirs publics en bonne intelligence sur l'ensemble du dispositif. Donc, comme je vous le disais, on poursuivra le soutien des actions clés qu'on vous a présentées aujourd'hui et on construira ensemble des nouvelles actions spécifiques. Alors, au-delà de ces actions, on va continuer à développer des partenariats avec certaines organisations, certaines associations pour permettre à l'écosystème, pour vous permettre à vous, associations, de mieux gérer aussi votre travail. Donc, on a un partenariat avec Vendredi qui permet aux associations de proposer gracieusement des missions de bénévolat. On a qui permettent aux entreprises de proposer du mécénat de compétences. Donc voilà, donc il y a déjà eu une formation au sujet de Vendredi. Il y en aura d'autres pour les associations qui ne sont pas encore au courant, mais vous pouvez proposer des missions. Il y a des formations gracieuses aussi de la part de Disaster Ready à disposition du milieu associatif. Voilà, on va développer d'autres types de partenariats aussi à l'avenir. À côté de ça, évidemment, il y a tout ce que Make peut proposer avec son écosystème, c'est-à-dire on va continuer à travers nos newsletters à vous informer et on va continuer à proposer de vous aider dans vos dispositifs de communication, dans la constitution de dossiers de réponse à d'appel au projet. Donc, on a des gens qui sont vraiment spécialisés, et en particulier nos mécènes de compétences de chez EY et peuvent nous aider dans cette partie-là. Et on peut vous aider dans l'organisation d'événements. J'en parlais tout à l'heure quand nous avons co-organisé l'événement avec Eve Ensler et Cynthia Fleury. Et cette année encore, nous allons soutenir. Alors, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, Daphné. Nous allons soutenir donc les rencontres One Billion Rising, en fait, avec une thématique sur les femmes sur le front du Covid, en première ligne des violences et à l'avant-garde des transformations. Donc, ce nouveau rendez-vous aura lieu le 15 avril, de 15h à 17h. Vous pouvez commencer à vous inscrire auprès de Manon, elle vous transmettra toutes les informations. Donc là aussi, cette année, nous allons organiser ça avec V, maintenant c'est comme ça que Eve se fait appeler, donc avec V et Cynthia. Cette thématique est essentielle aujourd'hui, on vient de le voir avec les chiffres. Donc voilà, nous allons construire tout cela ensemble. Donc merci à tous, merci à toutes. Pour ces 3 années écoulées. Ça continue. Daphné, peut-être que tu peux mettre la slide suivante. Voilà. Je tiens vraiment à remercier tous nos partenaires fondateurs, tous nos partenaires mécènes,
toutes les associations qui ont été à nos côtés, mais encore une fois, le combat continue et on a besoin de vous à nos côtés pour la prochaine grande cause sur les violences conjugales. Donc, on espère que vous serez là. En tout cas, nous, on sera présents et on va continuer à agir. Alors maintenant, je vous propose de passer à un temps de questions-réponses parce qu'on a eu plusieurs questions pour nos intervenants. J'ai une question pour Laura Slimani. On nous demande, vous indiquez que 111 femmes et 116 enfants ont été mis à l'abri et que les dispositifs institutionnels sont insuffisants en qualité et quantité. Est-ce en raison du nombre important d'enfants qui accompagnent ces femmes? Et puis, qu'est-ce que vous mettez en place en matière d'hébergement stable après les nuitées d'hôtel? Alors, sur la deuxième partie, je laisserai peut-être Viviane répondre puisque c'est vraiment les associations de terrain qui travaillent sur l'accompagnement. Mais je voulais préciser, je ne l'ai pas dit, mais qu'effectivement, la Fondation des femmes, elle finance, au-delà de la question de l'hébergement, il y a aussi une partie de notre financement qui va à l'accompagnement social et à l'aide matérielle. Et ça ressortait assez bien du témoignage de Elena sur le fait que le parcours en entier était pris en charge. Concernant votre question, en fait, la présence d'enfants, pour moi, n'est pas le facteur principal qui fait qu'aujourd'hui, la réponse n'est pas adaptée. En fait, c'est plutôt que les dispositifs d'hébergement aujourd'hui sont très saturés. Et notamment en ce qui concerne les dispositifs spécialisés en faveur des femmes victimes de violences. Donc, ça veut dire des structures d'hébergement en non-mixité dans lesquelles il y a un accompagnement social global, psychologique, juridique qui est proposé aux femmes et à leurs enfants. Et que donc, c'est surtout de ce genre de places-là dont on manque. Et c'est pour faire face à ça qu'on propose ces places d'hébergement hôtelier. Aujourd'hui, il y a dans un grand nombre de cas, ce qui est proposé à des personnes qui appellent le 115 en urgence. Ça dépend des départements parce que la situation n'est pas toujours exactement la même. Mais souvent, on propose aux personnes d'être dans des hébergements qui sont des petites chambres dans de l'hôtel social. Donc, effectivement, c'est compliqué avec les enfants, c'est vrai. Mais ce n'est pas forcément la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est inadapté. C'est inadapté même pour une femme seule qui sort des violences et qui se retrouve dans un hôtel en marge, assez loin de tous les transports en commun, toute seule dans un hôtel avec plein de personnes, avec plein de problématiques sociales, de santé mentale, etc. Donc voilà, c'est simplement qu'aujourd'hui les dispositifs d'hébergement en fait sont saturés et ceux qui sont créés ne sont pas financés suffisamment pour que ça permette de disposer d'un lieu de qualité, d'un accompagnement de travailleurs sociaux, de conseillers juridiques de qualité. Voilà, je te laisse peut-être répondre, Viviane, d'ailleurs compléter sur cette réponse-là et puis sur la deuxième question. Je peux rappeler, qu'est-ce que vous mettez en place en matière d'hébergement stable après les nuitées d'hôtel? Alors, les associations du réseau Solidarité Femmes qui accompagnent des femmes depuis les années 70, pour certaines, ont des centres d'hébergement qui sont financés par l'État, des CHRS, des centres de stabilisation, etc. Mais comme le disait Laura, c'est souvent saturé et ça ne répond pas à toutes les femmes. Certaines femmes n'ont pas besoin de passer par des centres d'hébergement, des dispositifs d'État. Et ce qui est important, c'est que de fait, ce qui est mis en place avec les femmes, c'est la recherche de la solution ad hoc, celle qu'elles souhaitent. C'est-à-dire, est-ce qu'elles veulent récupérer leur domicile, le domicile conjugal? Est-ce qu'elles veulent porter plainte? Est-ce qu'elles veulent engager des procédures à l'encontre de l'auteur des violences? Est-ce qu'elles veulent partir avec leurs enfants sans les enfants? Et c'est tout ce travail d'accompagnement, mais qui se fait toujours avec elles. C'est une réponse qui se fait, qui se construit avec la personne qui est concernée, mais qui est parfois difficile parce que la justice
ne répond pas forcément. On a des situations qu'on a rencontrées dans le dispositif de mise en sécurité où des femmes avaient porté plainte avec une ITT, une incapacité totale de travail, qui est un terme juridique, de 30 jours et avec un refus d'ordonnance de protection de la part de la justice. Donc, c'est quand même très difficile. Donc, c'est pour les associations du réseau, c'est s'adapter avec la femme qui souhaite fuir les violences et avec les enfants sur l'avenir, travailler sur l'avenir, travailler sur leurs choix. Donc, rechercher aussi des possibilités avec les bailleurs sociaux pour avoir des logements. On a un dispositif au niveau du réseau Solidarité Femmes, notamment avec la région Île-de-France, mais aussi avec d'autres bailleurs sur la France pour l'obtention de logements sociaux en priorité pour des femmes victimes de violences. Donc, c'est tout un panel de réponses qui peuvent être apportées, mais comme le disait Laura, les financements pour cet accompagnement sont bien en deçà des réalités. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'un soutien important d'acteurs, d'entreprises, de citoyens qui nous apportent via des moyens, des missions de compétences quand elles sont dans les entreprises ou des moyens financiers en nous apportant des dons, que ce soit via la Fondation des femmes ou que ce soit directement auprès des associations qu'ils connaissent, pour pouvoir assurer un maximum de réponses et de ne pas louper des réponses. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre Viviane, question. C'était parfait. J'ai 2 questions pour France Victime. Alors, vous avez parlé de professionnels formés sur mes mots de vie. Est-ce que vous connaissez le nombre de professionnels de santé formés? Et deuxième question, l'application Mes mots de vie peut-elle être utilisée par les salariés d'entreprise si ceux-ci pensent être victimes de harcèlement? Je vais peut-être pouvoir apporter des éléments sur la première question concernant les professionnels de santé. En termes de formation, vu qu'on propose des ateliers de formation qui sont ouverts à tous, donc en visio, on a mis le lien notamment dans le chat si ça intéresse certains d'entre vous. Pour l'instant, en fait, on est à peu près à 10% de professionnels du secteur médical qui se sont inscrits spontanément à ces ateliers, mais c'est principalement parce que les gens qui ont connaissance de ces ateliers pour l'instant sont plutôt des structures spécialisées dans l'accueil des femmes victimes de violences. Cependant, on a aussi un lien avec le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a envoyé une première information sur Mes mots de vie dans une newsletter dans un premier temps à leurs 100 000 adhérents, et puis un petit article qui est paru au sein de leur journal bitrimestriel qui est envoyé aux 300 000 médecins. Donc voilà, on y va petit à petit. Je crois qu'Olivia, tu peux peut-être compléter sur ce sujet. Non, sur ce sujet, c'est parfait, ta réponse, Léa. On a besoin des médecins, on a besoin des professionnels de santé, des infirmiers, des psychiatres, des psychologues, de tous les spécialistes finalement, hein, pour justement, parce que justement, encore une fois, ils sont dépositaires de questions de violence, hein, et il faut qu'ils se sentent à l'aise finalement pour poser cette question. Est-ce que vous vivez ou est-ce que vous avez vécu des violences? Et une réponse à ça, quand on ne connaît pas l'écosystème associatif autour de soi, etc., quand on est professionnel de santé et quand on est professionnel de la justice ou quand on est monsieur et madame tout le monde, bah, c'est de proposer Mes mots de vie tout simplement. Et évidemment, pour répondre à la question sur l'entreprise et le harcèlement au travail, bien sûr, Mes mots de vie est en fait disponible gratuitement pour tous et toutes. Et si vous vous sentez en difficulté dans une relation de travail, vous pouvez noter des choses dans le journal, vous pouvez faire des captures d'écran
simplement enregistrer des petits audios ou des choses comme ça. Voilà, pour finalement prendre conscience que vous vivez vraiment du harcèlement, vous vivez vraiment des violences, ou prendre conscience que c'est un moment qui est peut-être un peu plus complexe pour vous, où il y a un souci de travail véritablement, et puis il y a tous les professionnels et puis la hiérarchie qui peuvent être en contact. On est vraiment là sur le harcèlement notamment, hein. Alors, en entreprise, le harcèlement scolaire, le harcèlement dans la rue, le cyberharcèlement. On travaille actuellement sur Memody pour l'adapter à l'ensemble de ces différentes typologies de violences grâce au fonds Facebook pour le civisme en ligne. Et voilà, donc on travaille avec maintenant les acteurs en fait spécialisés de ces typologies de victimes, et on va continuer de construire mes mots de vie pour que ça réponde à toutes les personnes qui pensent et qui en ont besoin. Merci Léa, merci Olivia. Dernière question, elle est pour Virginie Duclémy. Qui a imaginé et monté le contenu des dessins animés de Chouette pas chouette? Alors, ce sont les brillants auteurs qui ont été choisis par la production 2 minutes. Nous, à notre niveau au CLIMI, on a mis à leur disposition les productions des élèves pour les informer de ce qui intéressait les élèves, des difficultés qu'ils rencontraient. Voilà, ça leur a donné de la matière en fait, pour orienter les thématiques, mais ce sont les auteurs à qui revient tout le mérite d'avoir imaginé cette fabuleuse bande de personnages qu'on adore et qu'on va suivre encore bien longtemps. Eh ben, merci Virginie, merci à tous. Je laisse Axel conclure ce moment de partage. Et puis, je vous donne rendez-vous juste après pour une photo de groupe. Donc, si vous voulez bien ensuite, après Axel, rallumer tous vos vidéos, on permettra d'immortaliser ce beau moment. Axel, à toi. Oui, rebonjour. Je vais être très court. Je voudrais juste vous dire qu'on a été très heureux de cette aventure avec vous, qu'on espère que vous serez de la prochaine aventure qui commence. Aventure, pour moi, c'est un mot important parce qu'il contient l'engagement, il contient la difficulté et puis l'aventure collective. Et voilà, donc j'espère que vous serez à bord, et en tout cas, nous, on a besoin de vous et merci de nous avoir fait confiance. Et puis, je voudrais juste finir par un petit message personnel, c'est de remercier du fond du cœur toute l'équipe de Make Morgue et de Make Morgue Foundation, parce que pendant ces 3 ans, ça n'a pas été facile. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus de 50 personnes qui ont travaillé chez nous sur le sujet, mais des équipes techniques, produits, design, administratif, finance, RH, affaires publiques, communication. Et puis, je voudrais faire un spécial remerciement à 2 équipes en particulier, l'équipe des grandes causes, Daphné, Mélanie, Manon, Annabelle qui vient de nous rejoindre, et puis bien sûr Estelle qui pilote cette équipe-là, et puis l'équipe du fonds de dotation avec Tani, André, Lucas, et puis bien sûr Rémi que vous avez vu, et puis peut-être pas des dizaines, mais au moins une bonne dizaine de stagiaires brillantissimes qui ont été à bord tout au long. Voilà, désolé pour ce petit message personnel, mais je ne pouvais pas m'en passer parce qu'on n'en serait pas là sans eux. Merci à toutes et à tous.